Effectivement, on parle beaucoup de la Russie en ce moment. Si vous avez ne serait-ce qu'un œil distrait ou pas distrait sur la télévision, sur la presse, il n'y a vraiment jamais eu autant de livres, d'articles, de films qui essayent d'éclairer ce pays sous un angle effectivement qui est souvent présenté comme une menace, ou en tout cas une crainte du caractère imprévisible, disent certains, irresponsable de son dirigeant principal qui vient d'être réélu pour 6 ans à la tête du pays. On est en 2018, donc on est en avril, il n'a pas encore commencé son dernier mandat, en principe ce sera son dernier mandat, ça va se passer, la passation de pouvoir devrait se passer en mai, et déjà beaucoup de questions sur, au fond, qu'est-ce qu'il va faire de ce mandat. En même temps, on est en 2018, et l'année dernière a vu la célébration des révolutions de 1917, du centenaire, la double révolution, la révolution de février et la révolution d'octobre, qui a été presque plus célébrée à l'extérieur de la Russie qu'en Russie. Non pas qu'il n'y ait rien eu en Russie, il y a eu beaucoup aussi de toutes sortes de choses, des expositions, des articles, des conférences scientifiques ou pas scientifiques. Donc beaucoup d'occasions de parler de la Russie. Et en même temps, je continue de penser qu'on connaît mal ce pays, à la fois parce que, au fond, les éclairages sont braqués souvent un peu toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire le président, ses intentions réelles ou supposées. Il y a même des gens qui arrivent, les titres sont tout à fait étonnants. Dans la tête de Vladimir Poutine, qui au demeurant a un très bon livre. Enfin, j'estime son auteur et le livre est très intéressant. En même temps, c'est bien présomptueux de s'imaginer dans la tête du président russe. Enfin, il y a toutes sortes de choses comme cela. Je dis nous parce que je n'ai pas fait ce livre tout seul, je l'ai fait avec une collègue et amie qui présentait plusieurs avantages. D'abord, c'est difficile, enfin on peut toujours travailler seul, mais s'agissant d'un pays comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir pas un dialogue, parce que là le livre n'est pas un dialogue, mais une confrontation d'idées et de points de vue, parce que chacun est différent. Et en même temps, ce qui était intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on se complète bien. Elle est plutôt spécialiste, Marlène Laruelle, elle est spécialiste des questions idéologiques, des questions culturelles, des questions politiques, qu'elle suit depuis longtemps. Elle est française, mais elle a un autre avantage, c'est qu'elle vit à Washington, elle travaille à Washington depuis de nombreuses années, et donc elle connaît beaucoup mieux que moi, et beaucoup mieux que la plupart des Européens, tout le fonctionnement et la littérature américaine sur la Russie, qui est extraordinairement nombreuse aussi. Et donc c'est très intéressant de confronter les points de vue. Nous sommes tous les deux russisants, on parle russe, on lit le russe, on a séjourné longuement en Russie, et donc on essaye d'avoir ce triple point de vue, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe en Russie aussi de l'intérieur, et puis un point de vue français, européen, qui évidemment choisit sa grille de lecture, et de le confronter aux analyses qui sont projetées en Occident, y compris aux États-Unis. Peur et défi. Peur et défi sont au pluriel sur le titre du livre, et je crois que c'est important de souligner que on a souvent dit que la Russie faisait peur. Je vais essayer d'essayer de comprendre pourquoi elle ferait peur, au moins à certains d'entre nous. Et en même temps, je crois que ce qui est important de voir, c'est que si la Russie fait peur, elle a aussi ses propres angoisses. Et je crois que c'est très important d'essayer de comprendre l'évolution de ce pays et les réactions, les décisions de ses dirigeants en fonction de ces angoisses qui sont très importantes. On a souligné tout à l'heure dans la présentation que ce pays avait subi
traversé des transformations extrêmement brutales en peu d'années, même pas 30 ans, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire que si on regarde la succession d'événements qui se sont produits depuis 1991, on prend souvent cette date de 91, elle est commode, c'est l'éclatement de l'URSS, donc c'est la fin du système soviétique. Elle n'est pas tout à fait appropriée pour tous les éléments, parce qu'en réalité, les transformations, pratiquement toutes les transformations ont commencé avant 91, sous Gorbatchev, qui est la perestroïka, ce qu'on appelle cette période de transformation lancée par Gorbatchev à la tête de ce qui était alors le Parti communiste de l'Union soviétique, a été à la fois très importante, un début de grands bouleversements, et en même temps rapidement non contrôlé, et c'est un des premiers traumatismes qu'a subi cette population russe, c'est justement le lancement de réformes non contrôlées qui ont abouti à une sorte de catastrophe, pour eux, en tout cas, ça c'est clairement, c'est-à-dire l'éclatement du pays, la perte par la Russie du contrôle de toute une série de territoires, et une première crise politique qui a été suivie par d'autres, puisque 1993, il y a un deuxième putsch, après celui d'août 91, lancé par les conservateurs, un putsch contre Eltsine, le président, et un président qui attaque le Parlement au canon, c'est quand même un peu banal, sous les caméras des télévisions américaines, puisque le Parlement en question était à 200 mètres de l'ambassade des États-Unis, et sur le toit de l'ambassade, il y avait des caméras de NBC, etc. Et ensuite, une succession de crises économiques extrêmement graves, 98, 2008, et en dernier, une crise politico-économique, 2013-2014, l'effondrement des cours du pétrole, et donc une crise économique grave en Russie, plus les événements d'Ukraine, qui se traduisent par l'annexion de la Crimée. Nous, on parle d'annexion, les Russes parlent de réintégration, conduite après un référendum organisé militairement, et qui amène à des sanctions européennes, et on rentre dans une spirale de sanctions qui ne s'est pas arrêtée aujourd'hui, puisque, comme vous avez vu, les derniers épisodes, l'assassinat d'un double espion russe près de Londres, a relancé cette spirale de sanctions et de défiance. En tout cas, donc, on se trouve devant une population qui est extrêmement meurtrie, traumatisée. Je crois qu'on peut parler de traumatisme dans ce cas, puisque à la fois l'éclatement de l'URSS, la fin du système soviétique, c'est la fin d'un système et d'un ensemble idéologique, culturel, politique, qui pouvait être critiqué, qui pouvait être... Mais voilà, tout d'un coup, ce système s'effondre, et pendant des années, on ne sait pas exactement par quoi il va être remplacé. On rentre dans une période de grande incertitude, avec une crise économique, la perte des économies, du pouvoir d'achat, et ainsi pendant pratiquement 2 décennies. Si bien que je crois que c'est un des éléments importants de compréhension qui explique aussi pourquoi Vladimir Poutine a été élu avec un score défiant toute concurrence dans nos pays occidentaux. C'est que la population, et c'est un élément vraiment qu'il faut prendre en compte, considère que actuellement en Russie, c'est le seul à pouvoir assurer une stabilité politique, stabilité économique relative, on va revenir là-dessus, auquel ils aspirent. Parce que s'il y a une chose qu'ils redoutent, c'est d'être replongés dans une crise économique, politique grave, comme ils en ont connu plusieurs depuis 1991. Et même ceux qui sont assez critiques sur divers plans vis-à-vis de tel ou tel aspect de la politique, la corruption, les clans, telle ou telle décision, eh bien, beaucoup de ceux qui sont... Alors, il y en a qui ne sont pas allés voter, mais aussi beaucoup continuent de faire confiance à Vladimir Poutine, tout simplement sur la base de l'aspiration à cette stabilité.
les peurs, c'est aussi des peurs liées à un certain nombre d'évolutions, à la fois du territoire, de la population. On consacre un chapitre à ces deux sujets. Le territoire, parce que, premièrement, il a fallu que les Russes s'habituent à un territoire différent, nouveau, des nouvelles frontières. Ils avaient évidemment l'habitude d'un territoire plus vaste, celui de l'URSS, et il y avait beaucoup de Russes qui vivaient dans d'autres républiques. Pour eux, c'est aussi une sorte de traumatisme. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain dans des pays étrangers, avec des nouvelles institutions, une langue qu'il fallait apprendre ou qu'on ne voulait pas apprendre, et beaucoup sont rentrés en Russie. Donc, c'est difficile d'imaginer ça, comment on doit s'adapter à un territoire dont les frontières sont différentes, dont donc les moyens de transport, les sorties du territoire, même si depuis Gorbatchev, les Russes peuvent aller et venir de Russie, c'est la première fois dans l'histoire de la Russie que les Russes peuvent voyager sans visa de sortie, parce que à l'époque tsariste comme à l'époque soviétique, pour aller à l'étranger, il fallait avoir un visa de sortie. Aujourd'hui, ils peuvent voyager, s'ils ont les moyens. Et ensuite, la question du territoire, c'est aussi la maîtrise de cet immense territoire qui est traversé par de très fortes inégalités, des inégalités de densité, des inégalités d'infrastructure. Il y a des régions entières qui sont quasiment inaccessibles autrement que par hélicoptère. Il y a des régions entières qui sont vides. Il y a des régions entières, pratiquement tout l'Extrême-Orient, c'est-à-dire un tiers du territoire, qui continuent de se vider de ses habitants, du fait des changements dans le fonctionnement économique, de l'éloignement, du coût de la vie dans ces régions difficiles, au climat difficile, aux conditions économiques difficiles. Et donc il y a un peu cette question qui s'est posée en des termes très vifs dans les années 90, sous Eltsine. Est-ce que la Russie, à son tour, pourrait éclater? Il y a ces facteurs géographiques, des distances, de l'éloignement, la frontière chinoise, avec d'un côté en Russie des densités qui sont inférieures à 1, 5 habitants au kilomètre carré, et au sud, côté chinois, des densités qui sont supérieures à 100. Et donc, un peu le fantasme, sans doute, d'une partie des Russes de Sibérie, qu'un jour, peut-être, les Chinois pourraient avoir envie de s'étendre à leurs dépens si ces territoires restent vides. Donc, l'autre facteur d'angoisse, c'est un facteur démographique. Il a été souvent évoqué, mais on peut rapidement l'évoquer quand même. C'est le fait que, à partir de 1992, la Russie a perdu des habitants. Le nombre d'habitants en Russie a diminué. C'était dû à la fois d'une part, des flux migratoires qui ont été incertains, avec à la fois un retour des Russes des autres républiques ex-soviétiques, et en même temps des départs, la fuite des cerveaux, comme on a dit, c'est-à-dire le départ de certains jeunes en particulier, qualifiés souvent, qui partaient tenter leur chance puisqu'ils avaient le droit de sortir dans d'autres pays. Mais surtout, cette crise démographique, elle est liée au fait que le taux de mortalité était supérieur au taux de natalité. La natalité a baissé, elle a baissé aussi en tenant compte de ces crises. C'était une période où on pouvait hésiter à avoir des enfants ou des enfants nombreux, mais de toute façon, la question qui se pose, la question essentielle, c'est le taux de mortalité qui était important, trop important, avec des facteurs qui sont connus, qui tiennent à la fois aux questions de l'alcoolisme, de l'alimentation, et des questions de l'organisation du système sanitaire, qui avait pu, à l'époque soviétique, éradiquer les maladies principales, les grandes épidémies, mais qui n'était plus à même d'assurer
un suivi comme dans un État moderne d'un certain nombre de maladies chroniques et du coup ce taux de mortalité qui est remonté a provoqué cette crise démographique. Et elle a frappé d'autant plus les Russes qu'elle arrivait en temps de paix et qu'elle coïncidait, cette baisse de la population a coïncidé avec l'éclatement de l'URSS, et beaucoup ont mis en relation cette crise démographique et la fin du système soviétique, les bouleversements liés aux réformes, l'introduction d'un système capitaliste qui a été un capitalisme assez sauvage dans les années helsingiennes, avec l'accaparement des ressources principales par des groupes qui se sont constitués, on les a appelés rapidement les oligarques, et qui ont donné donc voilà cette impression que cette crise démographique était liée aux transformations qui traversaient le pays. L'autre angoisse et les autres peurs, elles viennent aussi sur le plan économique. L'économie de la Russie reste marquée par elle a d'abord connu une crise extrêmement importante dans les années 90. Certains analystes américains l'ont comparée à la crise de 29 en soulignant que la chute des productions de l'économie russe a été sans doute plus importante encore que la chute des économies occidentales et américaines suite à cette fameuse crise de 29. Donc ça a évidemment marqué profondément les esprits, puisque on s'est trouvé dans une situation où, alors que certains s'enrichissaient, profitant des effets d'aubaine et des privatisations menées extrêmement brutalement et rapidement par Boris Eltsine, d'autres se voyaient paupérisés. Le nombre, alors les statistiques russes font des calculs sur les familles dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté. Ils calculent un seuil de pauvreté en tenant compte d'une sorte de panier de la ménagère, si vous voulez, qui est un panier bas, et tous ceux qui ont des revenus en dessous de ce panier de la ménagère sont considérés comme pauvres. Et on a vu donc pendant ces années 90 le nombre de ces familles en dessous de ce seuil de pauvreté augmentait de façon alarmante, et ça se traduisait dans la rue, c'est-à-dire ça se traduisait par le fait qu'il y avait en particulier des personnes âgées qui étaient obligées pour vivre, pour manger, de vendre quelques biens qu'elles avaient dans une situation de grande détresse. Et ça aussi, c'est cette hantise du choc monétaire, de la perte des économies, des revenus, a été un des facteurs très importants de la popularité de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est arrivé donc à la fin des années 90 au pouvoir, dans un contexte très particulier, le délitement, on peut dire. Les années Eltsine se sont conclues par un délitement à la fois de l'État, au point que certaines prérogatives régaliennes, comme on dit, c'est-à-dire le contrôle réellement de certaines administrations fondamentales de l'État était affaibli. Délitement des régions, puisque plusieurs régions avaient rué dans les brancards, en particulier la Tchétchénie, avec ce drame tchétchène. Boris Eltsine a cru pouvoir régler par la force, et mal lui en pris, et ça a conduit à une double guerre extrêmement douloureuse, qui a aussi marqué la population, d'autant plus que beaucoup de jeunes Russes se sont trouvés embringués dans ce conflit et conduits à mener des opérations extrêmement traumatisantes pour eux, pour leurs familles, un peu analogues à celles qu'ont connues les appelés français en Algérie, que pendant longtemps
longtemps il ne voulait même pas, évoquer. Et donc, Poutine arrive dans ce contexte, il va se trouver Premier ministre et c'est lui qui va lancer la deuxième guerre de Tchétchénie. Il arrive dans un contexte donc, où l'économie est très affaiblie, où l'État est malmené, menacé dans un certain nombre de ses prérogatives, et il va lancer une campagne de stabilisation, de remise en ordre des institutions on dit qu'il est imprévisible. En fait, c'est assez intéressant. Si on relit le discours, c'est pas un discours, c'est un article. L'article programmatique que Vladimir Poutine avait écrit fin 99 quand il s'est présenté, plus exactement, il a été présenté par Boris Eltsine comme son dauphin. Il s'est présenté aux élections présidentielles en mars 2000, c'est la première fois qu'il allait être élu président. Et donc il a écrit un article programmatique tout à fait clair dans ses intentions. Et ses intentions, c'était la stabilité, stabiliser l'économie et les institutions de la Russie, réunir pour cela le plus large consensus possible au sein de la population russe, redonner confiance à la population russe, c'était son programme, et redonner à la Russie le rôle, l'influence qu'elle méritait, selon lui, dans le monde. Et je crois que, point par point, à sa façon, il a rempli ce programme, ou tenté de remplir ce programme. Il y a des éléments qui ne nous plaisent pas, forcément, mais le problème, c'est qu'il faut se placer du point de vue des Russes. Il s'agit de voir comment il s'y est pris. Il a, d'une certaine façon, effectivement, repris en main le contrôle des institutions russes, ça c'est indéniable. Est-ce que c'est sa biographie, ses origines, on les connaît, du KGB, son travail comme agent russe en RDA? Est-ce que c'est son passage très important comme premier adjoint au maire de Saint-Pétersbourg, qui est à la fois une situation tout à fait particulière, puisque ce maire de Saint-Pétersbourg était un des principaux réformateurs libéral, allié d'Eltsine, qui a lancé une campagne de privatisation brutale et sauvage à Saint-Pétersbourg, avec beaucoup de contradictions, puisque Saint-Pétersbourg a pu à un moment donné être qualifié dans la presse russe comme deuxième capitale mafieuse du pays, donc une situation assez paradoxale. Et certainement, donc Vladimir Poutine a aussi beaucoup appris de cette période très particulière du début des années 90, où il s'est trouvé à un poste clé dans une des villes principales où se menaient les réformes capitalistes dans son pays. Il s'est trouvé confronté à une situation où effectivement il y avait ces oligarques, et il a pris, on pourrait dire, le taureau par les cornes. On sait comment il s'y est pris. Il a réuni en juillet 2000 les principaux oligarques qui s'étaient enrichis de la période d'Eltsine, et il leur a déclaré, il a tenu un langage assez clair vis-à-vis de ce groupe, une vingtaine de très riches chefs responsables de grandes entreprises russes qui tenaient à la fois une partie des mines, une partie des gisements, une partie de l'énergie, une partie des banques, une partie des médias russes, une grande partie des médias russes. Et il leur a dit, voilà, nous savons comment vous vous êtes enrichis, de façon toujours aux limites de la légalité, en tenant compte que c'était une légalité fluctuante à l'époque eltsinienne, nous vous laisserons faire vos affaires à deux conditions.
vous ne vous mêlez plus de politique. Sous-entendu, les médias que vous contrôlez ne doivent plus interférer dans les affaires politiques intérieures de la Russie. Et deuxièmement, vous mettez votre fortune au service de la stabilisation et de la croissance de l'économie russe. Il y en a qui ont tout de suite compris et qui n'ont pas voulu tenter le risque, et ils sont partis, qui à Londres, qui en Israël. Il y en a qui ont joué le jeu et qui sont toujours là, quelques-uns. Et il y en a qui ont résisté, qui ont tenté de résister. Le plus connu étant Khodorkovsky, le patron de la plus grande compagnie privée pétrolière russe de l'époque. Et on sait ce qu'il a été jusqu'à déclarer qu'il allait financer un parti d'opposition à Poutine dès ce moment-là, dès les années, début des années 2000. Et on sait ce qui lui est arrivé. Il a été arrêté, accusé pour des malversations qui sont en partie certainement réelles. Il a fait 8 ans de prison et ensuite il a été expulsé et il vit aujourd'hui à Londres. C'est des méthodes assez brutales. C'est les méthodes de Vladimir Poutine. En même temps, le président russe a bénéficié d'une circonstance tout à fait exceptionnelle. Toutes les années 2000 et jusqu'en 2012, la Russie a bénéficié d'une montée spectaculaire des prix du pétrole et du gaz. Et donc, Vladimir Poutine a lancé ces réformes et cette politique de stabilisation au moment où, effectivement, le dynamisme économique est revenu, en grande partie porté par cette hausse des cours des matières premières. On se souvient que le baril de brut était à un moment donné à 15-20 dollars et il est passé au cours des années 2000, entre 2000 et 2010, il est monté jusqu'à plus de 100, 110, assurant à la Russie des rentrées budgétaires extrêmement importantes. En tenant compte que, et ça c'est une des stratégies politiques de Vladimir Poutine, ça a été de reprendre le contrôle des secteurs jugés stratégiques du pays. Stratégique, c'est pas forcément militaire, c'est en fait le contrôle, en particulier, des flux de matières premières. Et le contrôle, c'était pas seulement, parce qu'on aurait pu penser à ça, souvent on lit qu'il a réintroduit une économie socialiste, qu'il est revenu à des pratiques soviétiques. C'est pas du tout ça. La Russie d'aujourd'hui n'est pas du tout un pays socialiste, c'est pas du tout une économie de type soviétique. Et il n'a pas renationalisé des secteurs qui avaient été privatisés sous Helsinki. C'est une politique différente. C'est une politique capitaliste, mais où l'État s'arrange pour prendre le contrôle direct ou indirect des secteurs qu'il considère comme stratégiques. Ces secteurs stratégiques, alors il y en a qui sont effectivement presque 100% ou majoritairement étatiques. C'est le nucléaire, c'est une partie du complexe militaro-industriel, des industries d'armement, c'est une partie du secteur énergétique, c'est une partie des infrastructures de transport, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les tubes, très importants évidemment, dans un pays qui repose sur l'exportation du gaz et du pétrole. C'est une compagnie d'État qui possède tous les tubes du pays. Mais il n'y a pas eu véritablement de renationalisation, mais une politique de placement de proches de Poutine, en qui il a confiance, dans des postes clés, si bien qu'il peut s'assurer
du fait que ces entreprises vont fonctionner en fonction des besoins de l'État russe. Et au fond, c'est ça qu'il a réussi. Alors, se pose évidemment une question, est-ce que ce système peut être efficace? Il y a beaucoup d'économistes et d'experts occidentaux qui disent cette mainmise directe ou indirecte de l'État dans les principales entreprises et les principaux secteurs de l'économie russe ne peut pas être efficace. On sait bien que l'étatisme... Or, moi là-dessus, je suis... C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, on sait qu'en France, après tout, un certain nombre d'entreprises nationales, après la Seconde Guerre mondiale, et assez longtemps, ont au contraire été tout à fait efficaces dans la gestion de secteurs clés, que ce soit le CEA, Renault et d'autres. Donc, contrairement aux économistes ultralibéraux, on a d'autres expériences qui montrent que des entreprises nationales peuvent être efficaces. L'autre question, c'est la façon dont ce système est géré. Et là-dessus, bien entendu, c'est toute la question qui est une des grandes questions qui est posée aux Russes depuis des années, c'est la question de la corruption, la question de la façon dont ces oligarques entretiennent ce système, le contrôle, profitent de ce système. Mais il faut tenir compte là aussi pour comprendre pourquoi, et on a vu dans les années 2010-2011, une partie de la population se révolter contre cette corruption, organiser des manifestations contre cette corruption. Il faut ajouter quand même, pour comprendre comment cet équilibre politique peut fonctionner, que Vladimir Poutine a eu une double politique pendant ces années 2010. À la fois, il a mis en place une véritable politique sociale. C'est-à-dire qu'il a profité du dynamisme retrouvé et des recettes budgétaires qu'engrangeait la Russie pour mener une politique systématique de redressement des salaires, des revenus des catégories les plus défavorisées. Il a relevé systématiquement les retraites, qui étaient extrêmement basses. Elles ne sont toujours pas très élevées, mais il les a vraiment relevées. Il a relevé de façon systématique et jusqu'au début de cette année les salaires des fonctionnaires les moins bien payés, les enseignants, le personnel médical, toute une série de catégories qui avaient énormément souffert des crises précédentes. Et donc, il s'est ainsi assuré, certainement aussi, une base électorale qui fait partie de cette confiance et de cette popularité. Mais il ne faut pas se tromper. Dans le même temps, le nombre de milliardaires en dollars russes a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'on a à la fois, effectivement, vu comment cette politique a permis de réduire le pourcentage de familles en dessous du seuil de pauvreté, et effectivement, les plus démunis ont vu concrètement comment les préoccupations, cette politique sociale se traduisait par une amélioration de leur situation. Et en même temps, jamais la Russie n'a eu des inégalités aussi importantes dans l'éventail des revenus et des modes de vie, au fond, de la population, entre ceux qui restent quand même les pauvres et un petit groupe, comme partout, d'ultra riches qui ont un mode de vie et des modes de fonctionnement complètement différents de ceux que l'on connaît. Et donc voilà, on s'est attaché dans un des chapitres de ce livre à suivre l'évolution de cette société, à essayer de comprendre l'évolution de cette société qui est très diversifiée. On présente souvent une espèce... je crois que ça revient beaucoup dans les discussions que j'ai. On peut avoir l'impression qu'il
y a une espèce de chape, la dérive autoritaire sur laquelle je vais brièvement revenir. La dérive autoritaire aurait conduit à une sorte de monolithe, une opinion enfermée dans des cadres. Or, c'est pas ça qui se passe en Russie. La Russie est beaucoup plus complexe que cela. La société russe est beaucoup plus complexe. Alors bien sûr, la façon dont Vladimir Poutine conçoit son système politique, elle participe de cette dérive autoritaire. Sur ce plan, il y a une régression incontestable. Les conditions de fonctionnement de la démocratie russe étaient beaucoup plus ouvertes à la fin de l'époque Gorbatchev, après que Gorbatchev ait cassé le monopole du parti. C'est sous Gorbatchev qu'on a vu apparaître les nouveaux partis politiques, le nouveau rôle de l'Église, etc., qui a été amplifié ensuite sous Helsinki. Vladimir Poutine, visiblement, craint cette démocratie, il craint la possibilité que cette aspiration démocratique ne fragilise le pays, et il a choisi des méthodes donc plus autoritaires, avec toute une série de lois sur à la fois les conditions d'enregistrement des partis politiques, qui font qu'un certain nombre de mouvements politiques n'arrivent pas à s'enregistrer comme partis et à partir de là ne peuvent pas présenter de candidats. C'est ça qui explique qu'on a en fait une grande partie de l'opposition réelle qui n'est pas représentée au Parlement et qui ne peut pas s'exprimer sur ce plan. Des nouvelles lois sur la presse, avec en particulier une reprise du contrôle total de la télévision, sauf une chaîne, très intéressante d'ailleurs, mais qui ne passe que sur le net, sur Internet, qu'on peut voir sur Internet, et des lois qui, par exemple, reviennent sur le fait qu'il y avait en Russie des journaux, des revues qui pouvaient être financés par des médias étrangers. C'est pas forcément politique, ça peut être du genre Elle, Cosmopolitaine ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, la loi russe interdit que des médias étrangers puissent avoir plus de 20% des actions d'aucun média russe, ce qui a considérablement réduit le diapason et qui renforce le contrôle sur les médias. Et puis, cette loi sur les ONG, les organisations non gouvernementales, extrêmement restrictive, avec la réutilisation de termes qu'on avait oubliés depuis Staline, quand même, les agents de l'étranger, une sorte de défiance vis-à-vis de la possibilité que des influences étrangères puissent interférer dans la vie politique russe. Là aussi, c'est une peur qui peut s'expliquer, parce qu'il faut tenir compte de ce qui s'est passé et en Russie et dans l'environnement immédiat. Les Russes ont analysé la façon dont ont évolué la vie politique en Ukraine, en Géorgie, dans d'autres pays proches, où effectivement on a vu l'Union européenne, tel ou tel État de l'Union européenne, ou les États-Unis intervenir de façon directe pour soutenir tel ou tel mouvement, tel ou tel parti, ce qui a abouti, entre autres, c'est pas le seul facteur, mais ce qui a abouti à l'éclosion de ce qu'on avait appelé à l'époque les révolutions de couleur. Et c'est clair que ces révolutions de couleur ont fait peur à Vladimir Poutine, au point que ça a été une date clé dans le renforcement de ces mesures autoritaires de contrôle politique. Donc,
toute une série d'éléments qui ne plaisent pas à tous les Russes, et beaucoup de Russes sont critiques. Alors il y a ceux qui partent. On a vu, lors de ces dernières années, une relance de cette fuite des cerveaux, ou de cette fuite d'une partie des Russes. C'est assez dramatique, parce que ce sont souvent les éléments les plus actifs et les plus dynamiques qui s'en vont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'éléments dynamiques en Russie, mais c'est quand même une perte. Et il y a ceux qui tentent de s'organiser, de résister. Il y a toutes sortes de mouvements, toutes sortes que ce soit dans la culture, au théâtre, au cinéma, les réalisateurs, les gens de théâtre, avec une sorte de bataille, des batailles étranges autour de films, autour de pièces de théâtre, autour d'expositions. Batailles dans lesquelles ce n'est pas forcément le pouvoir politique qui rentre en confrontation, mais par exemple des organisations religieuses, des organisations liées au patriarcat orthodoxe, qui n'expriment pas forcément d'ailleurs le point de vue du patriarcat, mais qui profitent du fait qu'ils sont peu sanctionnés pour lancer des campagnes pour interdire telle pièce de théâtre ou tel film, tenter d'interdire. Parfois ils réussissent, parfois ils échouent. Et donc on a en fait une vie politique, une vie culturelle très dense, très diversifiée, qui échappe en partie aussi au contrôle et qui fait partie donc de cette complexité que j'évoquais. La question qui se pose aujourd'hui, évidemment, c'est que va faire Vladimir Poutine de ce dernier mandat. C'est son dernier mandat en principe, puisque d'une part il y a l'âge, et d'autre part il faudrait qu'il refasse une manœuvre singulière, comme il l'a fait en 2008. C'est-à-dire, vous vous souvenez, ce ROC, il a proposé son candidat à la présidentielle, Medvedev, et il a pris sa place de Premier ministre. Mais en tout état de cause, donc la question que posent beaucoup de Russes, et la presse russe en ce moment est en grande partie s'occupe de cette question. Est-ce qu'on va rester dans cette situation de statu quo politique, avec ce contrôle politique extrêmement assez autoritaire? Est-ce qu'on va rester à ce statu quo économique où la Russie a certes des potentiels, mais une économie qui est déséquilibrée, qui est principalement basée sur l'exploitation des matières premières et qui a du mal à se moderniser, qui a du mal à se diversifier en dépit de toute une série de programmes. Vladimir Poutine lui-même a lancé plusieurs programmes de diversification, de modernisation, mais qui peinent à se mettre en place. Et au fond, la question qui est posée, c'est quel type de réforme est envisageable? Est-ce qu'il veut faire des réformes ou est-ce qu'il préfère ce statu quo, quitte à retarder les réformes nécessaires? Pratiquement tous les experts estiment qu'il faut des réformes en Russie aujourd'hui. Ils divergent sur leur nature, ils divergent sur la façon de procéder. Une des questions qui est posée, c'est que pratiquement, on ne peut pas envisager de véritable modernisation, de véritable diversification de l'économie russe sans toucher aux politiques. Et c'est là que, évidemment, que se trouve la clé des enjeux et du problème. Beaucoup considèrent que pour qu'il y ait une modernisation et une diversification, il faut sortir du système politique tel qu'il est actuellement fixé, et il faut redonner un rôle à une justice plus libre, à des tribunaux qui soient effectivement
libre et qui puisse effectivement décider de façon équilibrée dans les problèmes de concurrence, de corruption, etc. Il faut donc aussi donner plus de place à des médias plus libres. Il faut donner plus de place à un Parlement qui serait un vrai Parlement. Toutes ces questions qui sont vraiment des questions au cœur du système politique. Et pour l'instant, rien n'indique que Vladimir Poutine est prêt à aller jusque-là. En même temps, on ne sait pas. On ne sait pas encore qui sera son Premier ministre. Est-ce que ça sera le même? Est-ce qu'il va changer de Premier ministre? Il y a toutes sortes de noms qui circulent. Et au fond, c'est un peu ça la question qui est posée aux Russes. Est-ce que ces 6 années vont être 6 années perdues, si on choisit le statu quo, auquel cas il y aura une croissance, puisque la Russie a retrouvé la croissance économique, mais tous les experts russes s'attendent à ce que cette croissance soit faible, et donc insuffisante pour remplir le nouveau programme de Vladimir Poutine, qui est de rattraper le retard que la Russie a accumulé vis-à-vis des principaux pays occidentaux. Ou est-ce que, d'une façon ou d'une autre, pas forcément de façon radicale, mais il va engager le pays dans des vraies réformes, dans une vraie lutte contre la corruption. Alors, on suppute telle arrestation ou tel scandale, tel procès contre tel ou tel dirigeant particulièrement corrompu. Est-ce que c'est le début d'une vraie campagne? Est-ce que c'est juste comme ça un signal? On ne le sait pas et on ne le saura pas avant quelques mois. En même temps, et bien entendu, et je terminerai avec cela, il n'y a pas que la politique intérieure, il y a la politique extérieure, et je dirais que en Russie, pratiquement en permanence, les grandes décisions de politique extérieure sont liées à l'évolution intérieure. Pratiquement toutes les grandes décisions de Vladimir Poutine avaient toujours ce double aspect. À la fois renforcer, essayer de redonner à la Russie le rôle qu'elle pense devoir jouer sur la scène internationale, et en même temps participer de cette mobilisation, de cette remobilisation de l'opinion russe en interne, comme un des facteurs de la stabilisation et du renouveau du dynamisme russe. Et on comprend bien que des événements comme l'annexion de la Crimée ou l'engagement de forces russes en Ukraine, même s'il est officiellement nié, ou, là c'est beaucoup plus public et spectaculaire, l'engagement de forces russes, même si elles sont limitées mais décisives sur un terrain plus éloigné comme la Syrie, participe de cette mobilisation. Parce que là aussi, les Russes ont été traumatisés par le fait qu'ils ont eu l'impression, et c'est quand même pas seulement une impression, que leurs intérêts n'étaient plus tenus en compte. Pendant une décennie ou une quinzaine d'années, les intérêts vitaux de la Russie n'ont pas été tenus en compte par les principaux acteurs des relations internationales. Et il y a un élément important dans ce débat qui ressort un peu de façon permanente, c'est par exemple la promesse, les Russes, Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises, la promesse qui avait été faite par certains dirigeants occidentaux et de l'OTAN en particulier, que l'OTAN ne s'élargirait pas au-delà de l'Allemagne, vers les frontières russes. Il y a eu toute une polémique là-dessus, parce que les Américains, depuis des années, disent qu'il n'y a jamais eu de promesse. En fait, on commence à avoir
les Américains, dans le même temps, il y a un avantage très important par rapport aux Russes, c'est qu'ils publient leurs archives. Ils ouvrent leurs archives. Et petit à petit, on a accès aux archives des années 80 et au début des années 90. Et on commence à comprendre que, en fait, il y a eu des engagements oraux de certains dirigeants européens, de l'OTAN, allemands en particulier, faits à Gorbatchev, mais que Gorbatchev n'a jamais demandé à ce que cet accord soit écrit, soit réellement concrétisé. Si bien que très vite, après ces promesses lancées par quelques dirigeants, les Américains sont revenus là-dessus et eux, effectivement, ils n'ont jamais, au plus haut niveau, promis quoi que ce soit. Et au contraire, on sait comment Brzezinski, par exemple, un des conseillers principaux américains en la matière, avait lancé cette stratégie qui consistait à faire reculer l'influence russe. Il utilisait cette expression « to roll back », pour faire reculer l'influence russe le plus loin possible. Et donc, on a voilà cette double stratégie et cette méfiance du côté russe face à un certain nombre de décisions européennes d'élargissement de l'Union européenne et américaines d'élargissement de l'OTAN, concertées avec les autres alliés européens, qui a amené l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, puisque successivement la Pologne, c'est déjà la frontière russe, puisqu'il y a la région de Kaliningrad qui est frontalière avec la Pologne, et ensuite les États baltes qui sont rentrés dans l'OTAN. Et dans le même temps, il y a toute la question des armements stratégiques, avec la décision prise par Bush père de déployer son fameux système antimissile dans plusieurs pays d'Europe médiane, en Pologne, entre autres, qui, disait-il, n'était pas du tout dirigé contre la Russie, mais que les Russes considèrent comme étant une arme qui peut être dirigée contre eux. Et du coup, je crois que c'est très important pour comprendre la politique étrangère russe, toujours de la mettre en rapport avec les décisions et les actions des autres acteurs. Parce que sinon, effectivement, on peut assez facilement, si on ne prend en compte que les décisions russes, on peut facilement dresser un tableau qui est celui d'une Russie menaçante, agressive. J'ai fait un débat récemment avec un Français, Pierre Conessa, qui a écrit un livre « Fabriquer l'ennemi ». C'est un livre qui porte depuis le 19e siècle, 19e, 20e siècle. C'est pas un livre sur la Russie, c'est un livre sur la façon dont, à telle ou telle époque, on crée les conditions pour que dans l'opinion publique, une image se fixe sur un ennemi désigné le plus commode possible. Et on a quand même assez facilement l'impression aujourd'hui que on a cette tentation de part et d'autre, je dirais. Parce qu'il faut tenir compte, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, il y a incontestablement chez certains médias, chez certains lobbies politiques, on peut dire, occidentaux, cette volonté de faire de la Russie, de créer cette image d'une Russie menaçante et agressive, au-delà de ces actions réelles. J'ai été frappé en particulier par un documentaire de la BBC qui est très intéressant. Il n'est pas passé en France, je crois, sur les médias, sur les chaînes françaises. Il date de 2016. Il s'appelle « In the War Room », dans la chambre de guerre. C'est un docu-fiction d'une heure qui montre comment, à partir d'incidents
créé par les Russes dans les communautés russes de Lettonie, un des États baltes, de fil en aiguille, on arrive à la Troisième Guerre mondiale nucléaire. Et c'est assez passionnant, la façon dont est construit ce docu-fiction. C'est une fiction, mais elle participe de tout un contexte, et c'est pas tout à fait un hasard si le film passe sur la BBC en 2016 avec un certain retentissement, et dans cette même année 2016, il y a le sommet de l'OTAN à Varsovie qui décide du déploiement de 4 bataillons de l'OTAN, 3 dans les 3 États baltes, enfin 1 dans chaque État balte et 1 en Pologne, auquel bien sûr les Russes réagissent, parce que naturellement, et du coup, les Russes annoncent le déploiement de missiles dans la région de Kaliningrad, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, puisque cette région de Kaliningrad est entre la Pologne et les États baltes. Donc voilà, et ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est que côté russe aussi, il y a des faucons. Côté russe aussi, il y a des lobbies militaristes. Et effectivement, la télévision russe officielle présente vraiment souvent une caricature de propagande inversée. C'est-à-dire, elle désigne les complots occidentaux contre la Russie, elle saisit le moindre fait possible qui se passe dans un des pays occidentaux pour montrer la mauvaise face. Les exemples ne manquent pas, bien sûr, de ce que sont réellement les pays occidentaux qui veulent agresser la Russie, qui refusent de prendre en compte ses intérêts. Et on se retrouve devant une double méfiance, et une double spirale de méfiance, jusqu'à cette affaire d'espions tués près de Londres, où les Occidentaux disent que Vladimir Poutine ment, et ils l'accusent, le ministre des Affaires étrangères anglais l'accuse directement d'avoir commandité ce crime. Et évidemment, c'est toujours une sorte de jeu. Vladimir Poutine a menti, incontestablement, au moins une fois, à propos de la Crimée. Parce qu'au départ, il avait dit non, il n'y a pas de militaires russes déployés en Crimée. Et ensuite, il a dit oui, effectivement, on a, pour le référendum, pour assurer la bonne tenue du référendum, effectivement, on a envoyé quelques dizaines de milliers de soldats russes. Mais les Russes répondent, mais vous aussi, vous avez menti. Comment avez-vous lancé la campagne américaine en Irak avec des mensonges prononcés au Conseil de sécurité sur le fait que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ce qui était faux, et il le savait que c'était faux. Et de la même façon, comment avez-vous engagé la campagne libyenne au moment où la Russie, pour une fois, n'avait pas exercé son droit de veto? Et on se retrouve dans cette situation où, de part et d'autre, une propagande se met en place et essaye de dresser les opinions publiques, ce qui est quand même assez inquiétant, parce que dans le même temps, on a une relance de la course aux armements des deux côtés. On a souligné que dans son discours au Parlement, Vladimir Poutine avait évoqué le fait les Russes disposaient d'une nouvelle arme indétectable. Enfin, vous avez probablement vu ça récemment sur vos écrans, puisqu'il a montré toutes sortes de vidéos, etc. Sauf qu'il intervenait le 1er mars, et début février, le Pentagone avait publié la nouvelle doctrine nucléaire américaine, qui s'appuie sur une augmentation extrêmement sensible du budget militaire américain, qui est déjà 10 fois plus importante que le budget russe, et qui annonçait la remise au cœur de la doctrine
sécuritaire américaine des armements nucléaires. Donc on se trouve là devant une situation où de part et d'autre, il y a effectivement des lobbies militaristes qui sont assez inquiétants. Et donc, on comprend comment les régions en crise, l'Ukraine d'une part, l'Ukraine qui malheureusement se trouve vraiment au cœur de ce système de rééquilibrage, avec au fond, et côté européen et côté russe, une sorte de proposition inconciliable. C'est-à-dire que et les Européens et les Russes voudraient attirer l'Ukraine à eux, alors que l'Ukraine a besoin certainement d'une relation équilibrée. L'économie ukrainienne a besoin à la fois de bonnes relations avec l'Union européenne et de bonnes relations avec la Russie. Et malheureusement, évidemment, la crise de 2014 a mis en péril cet équilibre, au point qu'aujourd'hui, une majorité de la population ukrainienne est désormais russophobe, pour des raisons objectives, avec l'annexion de la Crimée et l'intervention militaire russe dans le Donbass oriental. Dans le même temps, il y a la crise syrienne, où là, évidemment, ça dépend à quel moment on commence la chronologie. Est-ce qu'on la commence avec l'intervention soviétique en Afghanistan, ou avec l'intervention américaine en Afghanistan, puis en Irak, et comment on interprète les révolutions arabes, et comment... je crois que c'est une situation dramatique, parce qu'au fond, on voit bien comment chacun des acteurs, et ils sont nombreux dans cette crise syrienne, agit de façon cynique. Je crois que ça restera une tâche sur Vladimir Poutine, le fait qu'il soutienne de façon jusqu'au bout Bachar el-Assad, qui est quand même un tyran qui n'a, comme son père, jamais hésité à massacrer une partie de sa population. Mais du côté américain, ce qui a été fait en Irak, ça ne justifie pas. C'est pas pour justifier. Le problème, c'est que si on veut sortir de cette situation, il faudra effectivement trouver les voies d'un dialogue et les voies d'une mise à plat de ces tensions extrêmes, où on voit des renversements d'alliances. On a vu là, tout récemment la rencontre entre Vladimir Poutine, Erdogan, les Iraniens. Et au fond, voilà, ça doit nous interpeller aussi sur la cohérence de nos propres politiques au Proche-Orient, vis-à-vis de la Turquie. La politique européenne, on peut dire qu'elle manque singulièrement de cohérence, et cela pose aussi des questions particulièrement inquiétantes. En fait, un dernier point, et toujours à propos de politique étrangère, je crois que le défi posé par la Russie aujourd'hui dans l'arène internationale, c'est pas seulement l'Ukraine, c'est pas seulement la Syrie, c'est plus global, je pense. Et je pense que ce défi, il va falloir aussi qu'on trouve les moyens d'y répondre. C'est comment réorganiser le monde d'après la guerre froide. Il y a toute une polémique sur l'utilisation de ce terme. Pour ma part, je considère que la guerre froide, c'est fini. Parce que la guerre froide, c'était un équilibre avec deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Ce monde-là est révolu. Il n'y a plus deux superpuissances, mais il n'y a pas non plus ce que les Américains ont peut-être espéré pendant quelques années, puisque la superpuissance soviétique avait explosé, il n'y en avait plus qu'une, et que on allait passer d'un monde bipolaire à un monde unipolaire, plus exactement un monde
où les États-Unis pourraient effectivement exercer un rôle fondamental d'équilibre des tensions et de la sécurité. Or, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le monde bipolaire est fini, et c'est pour ça que, pour ma part, je pense que ce n'est pas juste d'utiliser aujourd'hui la notion de guerre froide. Il faudra essayer de trouver un autre terme, ou alors il faut bien comprendre que ce terme n'a plus du tout les mêmes implications. Ce n'est pas le monde unipolaire, c'est un monde multipolaire, mais c'est un monde multipolaire d'autant plus dangereux que ses règles de fonctionnement ne sont pas déterminées jusqu'à présent. Et il va falloir le faire quand même, si on veut assurer d'une façon ou d'une autre la sécurité. Et pour cela, il faudra quand même prendre en compte le fait qu'il y a de nouvelles puissances qui montent, qui sont déjà présentes. Or, ces nouvelles puissances, elles sont niées par une partie des acteurs. Le G7 ne comprend pas ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni aucun des pays d'Amérique latine. Et c'est en ça que les Russes nous posent un défi réel et qu'il va falloir prendre en compte. C'est-à-dire quel sera ce monde multipolaire, quels seront les vrais acteurs de ce monde multipolaire, quels sont les instruments qui pourront être utilisés. Et là-dessus, les Russes et les Chinois, et d'une certaine façon l'alliance russo-chinoise qui s'est dessinée de façon inattendue pour certains, mais qui se précise, peut-être a plus d'avenir que certains experts ne le pensaient, parce que les Russes et les Chinois, les Russes affaiblis sur le plan économique, mais assez forts sur le plan militaire et peut-être politique, les Chinois comme nouvelle puissance économique et militaire, posent un certain nombre de questions sur les accords de Bretton Woods, sur le rôle du dollar, sur le rôle du Fonds monétaire international, sur le rôle de la Banque mondiale, sur le rôle de l'ONU, même si pour les Russes, comme pour les Chinois, ils préféraient ne pas toucher à l'actuel Conseil de sécurité dans la mesure où ils y ont un rôle clé. Mais toutes ces questions, il faudra bien les poser. Et dans cet ordre d'idées, l'Union européenne est singulièrement absente. Parce qu'elle n'a pas vraiment de politique étrangère, parce qu'elle n'a pas de cohésion, et parce que souvent elle apparaît aux Russes, c'est leur interprétation, comme étant ce que Vladimir Poutine a qualifié de satellite des États-Unis. On peut discuter la formule, mais peut-être que ça vaudrait la peine effectivement de mettre ces questions sur la table et d'essayer d'en discuter, et du coup d'envisager la Russie de façon critique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut certainement critiquer les actions de Vladimir Poutine quand elles sortent du cadre international, comme en Crimée, même si probablement on ne pourra pas faire grand-chose pour réintégrer la Crimée à l'Ukraine, mais on peut dénoncer ces dérives autoritaires, mais en même temps, ça reste un acteur essentiel, européen et asiatique, avec lequel il faut dialoguer, et ce n'est probablement pas les sanctions et les expulsions de diplomates et la surenchère possible qui assurent des bonnes conditions d'un dialogue nécessaire. Voilà, je m'arrête, j'ai déjà beaucoup parlé.